Mais qu'est-ce que le patrimoine ? Patrimoine vient du latin patrimonium, renvoyant au père et à l'héritage. Patrimonium signifie donc l'héritage du père. D'une manière générale, le patrimoine représente les biens de famille, les biens que l'on a hérités de ses parents, comme une maison, des bijoux ou encore de l'argent. Juridiquement, on définit le patrimoine comme un ensemble de biens et d'obligations à valeur pécuniaire dont est titulaire un individu. Économiquement, le patrimoine se rattache à la richesse, la fortune, l'actif net, l'actif d'une personne moins son passif d'un individu ou d'une société. Le patrimoine est indissolublement lié à la personne. On distingue 4 caractéristiques. La première, toute personne a un patrimoine. Ensuite, tout patrimoine appartient à une personne, qu'elle soit physique ou morale. Puis, le patrimoine reste lié à la personne aussi longtemps que celle-ci vit. C'est-à-dire, lorsque son titulaire décède, il disparaît avec lui. Ce sont ces différents éléments, actifs ou passifs, qui sont transmis aux héritiers. Enfin, une personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine. Intéressons-nous maintenant aux biens. Pour être considéré comme un bien, il faut remplir les 3 critères suivants. D'abord, un bien peut être corporel, comme une maison ou un téléphone, ou il peut être aussi incorporel, comme les droits d'auteur ou les brevets. Ensuite, les biens sont évaluables en argent. Donc les droits patrimoniaux se caractérisent par des droits réels. Ce sont des droits sur une chose physique, ou ils se caractérisent par des droits personnels, qui sont des liens entre 2 personnes. Troisièmement, les biens sont des droits qui portent sur des choses, c'est-à-dire des droits réels. Il existe 2 catégories de biens, les biens meubles et les biens immeubles. D'après l'article 516 du Code civil, tous les biens sont meubles ou immeubles. Un bien meuble peut être déplacé, tandis qu'un bien immeuble ne peut être déplacé. Les bâtiments y sont inclus, mais aussi leurs accessoires, tels que les tuyaux d'amener d'eau, enfouis dans le sol, mais aussi les terres, les produits du sol, dès lors qu'ils ne sont pas séparés. Et également, par exemple, les animaux qui sont affectés à l'exploitation d'une propriété. Les biens immeubles se divisent en 3 catégories. La première étant par nature. Selon l'article 518 du Code civil, les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. Nous pouvons prendre l'exemple d'une maison que l'on peut posséder soit par achat, soit par legs, soit par héritage, ou enfin par prescription acquisitive. Il y a aussi les biens immeubles par destination. Un bien immeuble par destination est un bien meuble que la loi va rendre de façon fictive immobilier, en raison de son affectation à l'exploitation et à l'attachement d'un fonds appartenant au même propriétaire. Maintenant, prenons l'exemple d'un propriétaire d'une ruche de miel. N'importe quelle ruche est un bien meuble car nous pouvons la déplacer sans problème. Mais elle peut devenir un bien immeuble par la volonté du propriétaire aux yeux de la loi, par l'intermédiaire de l'article 534 du Code civil. Ainsi, le propriétaire peut considérer que l'emplacement de sa ruche reste inchangé dans le temps, par exemple pour son exploitation. Ainsi, elle deviendra immeuble car la ruche n'a de valeur que sur cet emplacement délimité. Enfin, la dernière catégorie est celle du bien immeuble par l'objet. Ainsi, l'article 526 du Code civil prévoit 3 cas de figure distincts. Il en existe 3 sous-catégories. Les servitudes ou services fonciers, les actions qui tendent à revendiquer un immeuble, et enfin, l'usufruit des choses immobilières. Nous avons choisi d'illustrer l'usufruit. Prenons une maison où nous avons 4 habitants. Une grand-mère, un papa, une maman et un enfant. Mais les 2 parents meurent soudainement dans un accident. Quelques jours plus tard, lors de la lecture du testament pendant la succession, nous apprenons que les parents ont laissé le droit de propriété à l'enfant. Mais, d'un autre côté, ils ont aussi laissé un droit d'usufruit de la maison à la grand-mère. Autrement dit, la grand-mère peut alors jouir pleinement de la maison sans en être propriétaire et sans dépenser un centime. Illustrons maintenant le droit de servitude. L'État fait passer une ligne haute tension avec des fils électriques sur la propriété privée de M. Dupont.
ce qui oblige le propriétaire de voie de passage sur son bien. Le texte de loi constitue donc une contrainte au propriétaire, car l'État ne débourse pas d'argent pour emprunter une partie de la parcelle de M. Dupont. De son côté, le propriétaire se doit de garantir l'accès à l'État à tout moment. Pour finir, illustrons les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. Prenons l'exemple de Monsieur Dujardin et de Madame Delacour, deux voisins. Leurs jardins sont séparés clairement par une clôture. Néanmoins, au bout de leurs deux jardins, il y a un terrain inexploité. Un jour, Monsieur Dujardin va commencer à créer un potager. Mais Madame Delacour l'en empêche car il n'est apparemment pas le propriétaire. Pour éclaircir la situation, Madame Delacour va revendiquer l'immeuble par un acte juridique, ici de propriété. Elle pourra alors le montrer à son voisin, Monsieur Dujardin, qui ne pourra désormais plus entrer sur sa parcelle. Les biens meubles se divisent en 3 catégories. Tout d'abord, nous retrouvons les meubles par nature. L'article 528 du Code civil les définit comme des meubles qui sont par leur nature des biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre. Tout ce qui donc n'est pas attaché au sol est considéré comme un bien meuble. Par exemple, Madame Bourgeoise a dans son coffre-fort un collier de perles, une bague en or, une montre et un tableau de collection. Toutes ces affaires sont donc des biens meubles par nature. Ensuite, il existe les meubles par anticipation. Cette catégorie comprend tous les biens qui sont des immeubles par nature, mais qui, dans un futur proche, ont vocation à être détachés du sol. Par exemple, les rails de train ne sont pas appelés au départ à être bougés. Ce sont des immeubles qui ne deviennent meubles qu'au moment où on les coupe pour en faire de l'acier. Pour illustrer cela, prenons le cas de Madame Mainverte. Madame Mainverte possède une plante qui porte beaucoup de fruits. Elle décide de vendre les fruits de sa plante à Monsieur Bonnemine. Les fruits qui étaient sur l'arbre étaient des immeubles par nature. Mais, puisqu'ils sont destinés à être coupés dans un futur proche pour être vendus à Monsieur Bonnemine, ils seront donc considérés comme des meubles par anticipation. Enfin, nous retrouvons les meubles par détermination de la loi. Les meubles par détermination de la loi, quant à eux, sont tous les droits et actions qui ne portent pas sur un immeuble, comme des actions, des parts de société ou encore les rentes viagères. Par exemple, Madame Gépafin a investi chez McDonald's. Elle perçoit donc chaque année des intérêts. Cet investissement est une action qui est donc perçue comme un meuble par détermination de la loi. Et voilà, maintenant, les biens et patrimoines n'auront plus de secret pour vous.